C'est ça qui va s'afficher. Ok, alors on va démarrer Beruchim Habayim pour le troisième cours ici à Amit qu'on a désigné comme étant un cours pour célibataires. Et le thème qu'on va aborder ce soir, c'est le thème de la compétition. Compétition qui, hélas, s'infiltre également dans le monde du couple, dans le monde du mariage, dans le mariage, pas seulement entre le mari et la femme, mais souvent des fois entre les parents et les enfants. Alors les enfants et les parents. Et ça met beaucoup de tension. Et on va voir dans ce shiur qu'en réalité c'est vraiment le monde des compétitions, le monde de la taharut, comme on dit en hébreu. C'est un monde qui est véritablement étranger au monde juif en réalité. Quelque chose qui est complètement décorrélé du monde juif, du monde de Yaakov, le monde dans lequel la Torah veut bien nous inscrire. Et donc quelqu'un ou un couple qui s'inscrit dans ce monde de compétition, on va voir c'est quoi les mécanismes qui font qu'on arrive dans un monde de compétition. Il faut vite s'en occuper parce qu'en général, ça tend une pente ça prend une pente très négative qui peut même amener jusqu'à Chas v'Shalom à la rupture. Dans les Shiva Brachot, lorsqu'on fait les Shiva Brachot, alors l'inverse de la compétition, c'est quoi d'après vous? La coalition. Coalition. C'est très politisé ça. C'est quoi? Elle est encore un peu plus, encore mieux. C'est bien l'entraide, mais c'est pas mal. Puis je vais venir par en bas. L'unité. Mieux. Mieux que l'unité. La complémentarité. Encore mieux? Moi, je dirais l'amitié. Parmi plusieurs choses qu'on souhaite au Khatanim, lorsqu'on leur fait les Shiva Brachot, c'est beaucoup bien sûr de l'amour, mais qu'ils soient toujours Reim. Reim Auvim. C'est quoi Reim Auvim? Des amis. Des amis. C'est la première chose qu'on doit attendre de son époux ou de son épouse, c'est être ami. Et qu'est-ce que c'est qu'un véritable ami? Quand on aime quelqu'un. On l'aide. Pas seulement qu'on l'aide. Vous savez, j'ai vu aujourd'hui, ce matin, alors rien à voir avec le cours, c'est vrai que c'est une petite parenthèse que j'adore faire à chaque fois que j'aime bien partager ce que j'ai étudié dans la journée. Et dans la journée, j'ai étudié le sujet de Yosef et de ses frères. Lorsque Yosef, alors le passouk dit qu'il était Nahar et de Béné Bilav et de Béné Zilpa et chez Aviv. Il était très proche, Yosef, les fils de Bila et de Zilpa. Mais en même temps, il rapportait des choses mauvaises des autres frères à son père. Il colportait, quoi. Il disait tout ce qu'il voyait mal, il rapportait à son père. Et là-bas, il y a un Mefaresh qui s'appelle le Siftei Chachamim, il dit, c'est évident qu'il n'a pas pu dire la Shonara ou alors il n'a pas vu du mal, quoi, sur les fils de Zilpa et de Bila, donc j'entends donc c'est Asher, Gad, Asher et Dan et Naphtali. Pourquoi? Parce que comme il les aimait et il était aimé par eux, il n'a pas pu dire la Shonara. Et là-bas, on apprend un essod énorme. C'est que quand on aime quelqu'un, on ne voit pas le défaut chez ce quelqu'un. Et donc on n'a pas matière à parler du mal quand on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, véritablement, alors on trouve toujours des circonstances atténuantes. Ouais, mais c'est normal qu'il a fait ça. C'est normal. Mais regardez, des fois avec nos petits frères qu'on aime, ou notre fils, on a toujours tendance à trouver des circonstances atténuantes, quand bien même il aurait fait quelque chose de mal, véritablement, objectivement. Et en fait, c'est ça être ami. Être ami, c'est l'inverse de la compétition. Être un compétiteur, quand on est en compétition avec quelqu'un, on exclut de base toute notion de chaverout, toute notion d'amitié, de ahava, d'amour. Hélas,
C'est ce qu'on trouve très très souvent dans les couples aujourd'hui. Très souvent. Exemple, tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça, alors moi je te fais pareil. Si t'as pas fait la cuisine, t'as pas fait la vaisselle, moi je vois pas pourquoi je te ferais, je sais pas moi, à manger. Ouais, c'est de la compétition en permanence. Il y en a qui vivent en permanence dans ce monde d'échange. On n'est même plus dans le... Alors c'est quoi l'amitié à la limite? Si maintenant je dis que la compétition et l'amitié sont deux choses qui sont différentes, qui sont opposées, l'amitié c'est faire du bien à l'autre sans en attendre un retour. Quelquefois même, quand j'ai même l'impression de perdre. On va trouver des exemples dans la Torah ici, dans la paracha. Pour faire une petite blague, je vais raconter une petite blague, à moins que tu veux raconter toi. J'ai une petite blague là-dessus sur cette compétition. Il y a une fois, pour lancer le sujet sur la compétition, il y a deux personnes qui décident de faire un safari dans la jungle. Ok, donc ils veulent visiter, ils veulent voir des animaux sauvages et tout ça. Il y a un des copains qui vient avec tout un équipement de protection, un équipement pour habiter dans les tentes, etc. Et puis son ami, il vient simplement avec une paire de baskets. Une paire de baskets. Et lui dit, mais je comprends pas, on va passer quelques jours, même plus qu'une semaine dans la jungle, c'est pas avec une paire de baskets que tu vas t'en tirer. Regarde, moi, tout l'équipement que j'ai pris, etc., ça va pas du tout. Il dit, qu'est-ce que tu comptes faire avec une paire de baskets? Il dit, non, parce que j'ai peur que si jamais il y a, je sais pas moi, un tigre, par exemple, qui s'approche de nous, au moins, je vais courir avec les paires de baskets, je vais pouvoir bien courir. Et l'autre, il rigole, il dit, tu crois qu'avec ta paire de baskets, tu vas pouvoir échapper au tigre? C'est n'importe quoi. Le tigre, il va t'attraper et en faire qu'une bouchée, même avec ta paire de baskets. Oh non, c'est sûr et certain que le tigre, j'arriverai jamais à le rattraper, mais je courrai jamais plus vite que le tigre. Mais plus vite que toi, oui. C'est-à-dire que c'est bien deux copains qui vont faire un safari, mais l'essentiel, c'est que si jamais il y a un tigre qui arrive, au moins que moi je m'échappe, même si c'est toi qui va y passer, qui va passer à la casserole, puisque c'est le cas de le dire. Donc, Sauf qu'il peut. sauf qu'il peut. Donc l'amitié ou la compétition, hélas, alors, le monde dans lequel on vit, la société, elle nous pousse à la compétition. C'est toujours le meilleur qui gagne. Il faut être toujours premier. Ça déjà dès le plus jeune âge, dès qu'on est enfant déjà à l'école, on apprend à être le premier de la classe. Je veux que tu sois le premier de la classe. Le Mitztayen, ils disent. Mitztayen à Shavua, Mitztayen à Chodesh, Mitztayen à Shana. Le Mitztayen, je veux que tu sois le Mitztayen de la classe, le meilleur. Et souvent, les parents font l'erreur d'inculquer ces idées-là, qui sont, on va voir, qui sont des idées purement goy, purement venant des sables. On va voir. Et ben, dès le plus jeune âge, l'enfant, il se met en compétition. Quitte à même rabaisser le copain, rabaisser même, même des fois, quand on est adulte et qu'on rentre dans ce vice de la compétition, quitte à même anéantir socialement son ami, voire son conjoint. Il faut voir aussi les divorces qui se passent après le divorce, alors qu'ils étaient censés être amis, ces deux personnes-là, pendant le mariage. Alors, il faut voir comment, après le divorce, il y a des compétitions. C'est moralement non convenable. Alors là, mais complètement à contre-pied de ce que la Torah, elle nous demande. Alors, je vais donner la parole à Myriam pour la suite. Ah, c'est bon. Ok, alors bonsoir d'abord. Et Chazak à ceux qui sont déjà venus, que tu vas venir. Et Bezrat Hashem, voilà, on espère que ça va aller, ça va grandir. Je sais que c'est pas évident, c'est l'hiver, c'est pas évident de sortir. Attends, une minute. Pardon. Mais voilà, encore une fois, ça dépend que de vous. Et puis bon, on sait jamais Bezrat Hashem, ce que ça va donner avec le temps. Alors, justement, pourquoi on a choisi ce thème en fait, de passer de la tacharut, de la compétition, à la chérout, à la liberté? Une personne, en fait, qui veut se sentir libre dans sa vie, il doit arrêter de se comparer. D'accord? On est, comme il a dit Chaim, depuis qu'on est petit, on nous compare. L'erreur que souvent les parents ils font avec les enfants, c'est pourquoi t'es pas comme ton frère? Pourquoi t'es pas comme ta sœur? Tu devrais faire comme ton frère, tu devrais faire comme ta sœur. Et pourquoi ta copine, elle a reçu un 80, toi, t'as reçu un 70?
Et en fait, ça abîme les enfants dans leur shoresh, dans leurs racines, parce qu'en fait, on leur enlève leur yichudiout, leur particularité quand on fait une chose pareille. En fait, la tacharout, la compétition, elle est bonne si c'est moi par rapport à moi. C'est-à-dire que, en fait, c'est pour me prouver à moi-même quelque chose. Mais si c'est pour prouver à quelqu'un d'autre, en fait, d'abord, il n'y aura jamais quelqu'un qui va te dire waouh, et il y aura toujours quelqu'un qui va te dire c'est jamais assez. Alors que si tu fais les choses par rapport à toi-même, c'est-à-dire que toi, par rapport à toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, et par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est qu'on a notre mission de vie, pourquoi on est là, etc. Alors, on sort de la tacharout, de la compétition à la chérout, à la liberté, et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on essaye d'avoir. On peut prendre par exemple le cas de Hanouka, d'accord. À Hanouka, on voit que tous les jours, on allume une bougie, et sur cette bougie, le lendemain, on allume une deuxième bougie, et une troisième bougie, etc. Quand on observe les bougies, d'abord, elles doivent être, pour que la Hanouka elle soit kshira, elles doivent être tous au même niveau. Banim kuchan Hashem Elokechem. On est tous ces enfants d'Hachem au même titre. Il n'y a pas un qui est plus ou moins qu'eux. On est toutes des neshamot. Alors nous, on se voit en tant que corps, mais en fait, on est toutes des neshamot. On est tous des neshamot. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous met tous et toutes au même niveau. La seule différence, c'est après, une personne qui a envie en fait de devenir, de se réaliser, où est-ce qu'elle se positionne en bas en tant que bougie ou en tant que shamash. Maintenant, shamash, c'est pas pour brûler les autres. Et le shamash, c'est pour faire sortir la lumière des autres. Mais pour faire sortir la lumière des autres, il faut que moi-même, je connaisse ma propre lumière. D'accord. Et si on voit chaque bougie, à la fin de la Hanouka des 8 jours, il n'y a pas une bougie qui brille de la même manière. Pourtant, surtout les bougies qu'on achète, c'est exactement la même huile, c'est exactement la même quantité, c'est exactement les mêmes verres. Et pourtant, quand tu vas les allumer, il n'y en a pas une seule qui brille de la même manière. Pourquoi? Parce que chaque personne qui est venue sur Terre, Hachem ne lui demande pas de briller de la même manière que l'autre. Ce qu'il nous demande, c'est de briller avec nos capacités, avec nos talents, avec nos défauts et avec nos qualités. Qu'est-ce qu'on est venu apporter dans ce monde? Et en vrai, qui c'est qui va nous apprendre ça justement? C'est Rachel Imenu. Justement, toute l'histoire en fait et ça c'est Chaim qui va vous l'expliquer, toute la lutte entre Yaakov et Esav, avec Esav qui va envoyer les 400 hommes contre Yaakov. En fait, toute l'histoire de Esav, c'est qu'il veut absolument se venger de Yaakov qui lui a pris la Bechora. Et toute sa vie, en fait, il est dans cette rédifa, dans cette poursuite de comment je vais tuer mon frère, comment je vais le mettre à terre, comment je vais lui marcher dessus. Et en vrai, il y a une expression qui dit en ivrite, il y a l'aredet la ben adam ou l'aredet à la ben adam. C'est ou écraser quelqu'un ou descendre vers la personne. C'est la même manière qu'à Kadosh Baruch Hu, à Hanouka, on se baisse vers la Hanouka. Pourquoi? Pour allumer les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit, ce mouvement que lui fait vers nous, c'est pour nous aider, en fait, il descend vers nous, pour nous rallumer la flamme qui est à l'intérieur, pour nous remonter. Il y a des gens, ils ont besoin, c'est un besoin viscéral, pour pouvoir exister, ils n'existent qu'en écrasant l'autre. C'est-à-dire qu'en disant, d'ailleurs, c'est quoi tout le principe du Lachon Hara? C'est, j'ai besoin, si on cherche au fond de nous, pour pouvoir exister nous, on a besoin de parler de mal de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que quand tu parles mal de quelqu'un d'autre, tu peux te dire, moi, je suis pas comme ça. Donc, en fait, j'existe. Mais en vrai, c'est vraiment la tfissa des savent, ça. Et ça, c'est très mauvais. Alors que lui, Yosef Hatzadik, qui vient, Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, qui vient, en fait, nous rappeler que toute la racine de, justement, du manque de sortir de cette compétition, c'est Rachel qui va nous l'apprendre. Imaginez, Bezrat Hashem, voilà, dans quelques mois, vous m'annoncez votre roupa, Bezrat Hashem. Et vous aussi. Bezrat Hashem, c'est votre roupa. Et puis, vous avez une sœur jumelle, vous avez une amie qui est toujours pas mariée. Et puis, vous êtes là, vous avez de la peine. Et puis, qui c'est qui pourrait faire un truc pareil? D'enlever sa robe de mariée au moment, alors que ça fait 7 ans qu'elle attend Yaakov, et de donner sa robe à sa sœur Léa. Bon, d'abord, il y en a une dans l'histoire qui s'appelle Rachel. Évidemment qu'Hachem ne demande pas d'être une deuxième Rachel. Mais ce qu'il nous demande, c'est de s'inspirer de l'histoire de Rachel, et en fait de cette fissa. Traim, c'est-à-dire que sa manière de voir la vie, sa manière de voir les choses, en fait, c'est ce qu'elle se dit, personne ne me prendra machira oili. Ce que je dois recevoir, je dois le recevoir. Ce qui n'est pas pour moi, il n'est pas pour moi. D'ailleurs, on retrouve ça, mais je l'ai vu 10 000 fois, tu rentres dans un magasin, il y a des promos, et puis la vendeuse, elle vient, elle te dit, il en reste qu'une. Maintenant, une. Ou la femme, elle te dit, écoute, c'est la dernière promo, si tu pars, tu vas pas la retrouver. Et moi, combien de fois, je lui ai dit, si c'est pour moi, ça m'attendra. Et parfois, ça m'est arrivé de revenir 2 semaines après, et que
j'avais envie quand même d'acheter cette chose-là, et c'était toujours là. Et si c'est pas pour moi, de toute façon, c'est pas pour moi. Hachem, il ne me fera pas acheter. Et ça, c'est Rachel qui nous apprend cette chose-là. Et si on arrive à vivre de cette manière-là, Machera ou Lanou, ce qui nous est dû, personne ne le prendra. Et elle sa manière de vivre, Rachel a dit, alors quoi? Je vais être heureuse avec Yaakov. Elle aurait pu se dire, je suis désolée, moi, c'est pas de ma faute si je suis la cadette. Yaakov, c'est le cadet, et ça l'aîné. Et l'aîné, c'est pas de ma faute. Ça, c'est Zivug bin Hashamaim, c'est Hachem qui fait les zivugim, c'est pas de ma faute. Je suis pas responsable. Mais elle se dit, moi, je peux pas être complètement heureuse si je vois ma sœur malheureuse. L'antithèse de notre génération. C'est-à-dire, pour être heureux de notre génération, il faut qu'on ait acquis le maximum de choses. On soit en première place, on soit au premier rang, on soit sur la bama, on est sur l'estrade. Et alors, on peut être. Et en fin de compte, Rachel, elle qui a voulu se faire toute petite, la seule iloula qu'on fait, c'est surtout, on fait Chayessa, etc. Mais surtout, c'est la iloula de Rachel Imenu. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il lui a dit, toi, tu as voulu te faire toute petite, ben moi, je vais te faire grande. Toi, tu as voulu t'effacer pour laisser la place à quelqu'un d'autre, pour ne pas lui faire du tsahar, et ben moi, je vais te faire grande. Et en vrai, elle nous apprend justement que la seule compétition qu'on doit avoir, c'est celle avec son Yetzirara. C'est pas avec les autres. On n'est pas là pour se dire moi je suis mieux que toi, moi je suis plus que toi, etc. Et c'est vrai que souvent j'entends les parents, et je pense qu'on l'a fait aussi en tant que parents, et nos parents ils l'ont fait aussi, et c'était pas Mechouvan, ça venait pas d'une mauvaise intention, toujours été pourquoi tu n'es pas comme ton frère ou comme ta sœur. Ça crée de la jalousie au sein des frères et sœurs. C'est ce qui s'est passé avec Yosef et ses frères. D'accord? Pourquoi? Parce que Yaakov il a fait la cotonnette patine, et en fin de compte ses frères ils ont dit mais quoi? Alors ils préfèrent Yosef que nous. Et en fait, ça va générer de la jalousie. Cette jalousie, elle va le jeter au puits, etc. Maintenant, comment Yosef, quand il va voir ses frères, il a cette force de pardonner? Comment Yosef, quand il voit ses frères, il leur en veut pas? Dans la paracha de Vaïgash, que Yehuda, quand il va réaliser que Yosef est Yosef Ra, il n'est pas mort. Comment c'est possible que Yosef, il en veut pas à ses frères? Et bien, tout simplement, il va leur répondre, Atem chashevtem alayhi ra'a. Vous avez pensé me faire du mal? Aval Hashem chashev alayhi tova. Hashem, il avait un plan pour moi. Le plan d'Akadosh Baruch Hu, c'était que j'avais un rêve à réaliser. Je savais que je devais sauver la famine, Israël et l'Égypte. Maintenant, vous avez voulu jouer les mauvais shtichim. Et c'est ça d'ailleurs qui nous aide quand quelqu'un nous a fait du mal, à ne jamais lui en vouloir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce n'est qu'un. D'ailleurs, ce que j'étais en train de lire dans les 22 principes du Yanouka, il dit une personne, elle doit toujours savoir que personne ne peut nous toucher ou nous faire du mal ou être en compétition avec nous. Personne, au grand jamais, si c'est pas Hachem qui l'a décidé. Tu vas dire, ok, mais la personne, elle a quand même eu sous quoi Chabechira, elle a quand même choisi. Non, mais ça, c'est son problème avec Hachem. Nous, en fait, si on est relié à Kadesh Baruch Hu, on sait très bien qu'Hachem, il a des shlichim tovim, il a des shlichim qui sont parot tovim. Mais Yosef, il nous apprend, il dit, dépasse cette chose-là, de dire, ouais, mes frères, ils m'ont jeté dans le puits, moi je suis un misken, regarde, je suis orphelin de ma mère, regarde, je suis un rien du tout. Et d'ailleurs, la femme de Potiphar, elle en peut plus pour Yosef, parce que Yosef, il est magnifique, que les Égyptiennes, ils n'en peuvent plus pour lui. Quand elle va essayer de l'attraper avec ses défilés de mode, elle va essayer de le faire l'archiloto, de le faire tomber. Il y a marqué un moment que Yosef, il va enlever ses habits. Et en fait, les Chachamim, ils expliquent, il dit quel habit. En fait, elle va venir, la femme de Potiphar, elle va vouloir lui embrouiller la tête en le mettant dans une espèce de compétition et de miskénou, de victimisation, en disant, t'as vu, en fait, regarde, tes propres frères, ils t'ont jeté dans un puits. En fait, personne pense à toi. La seule qui pense à toi, c'est moi. Regarde, moi, je peux te rendre heureux, moi, je peux te faire. En fait, qu'est-ce qui a marqué? Vaïnos, d'accord, il a couru, il va enlever ses habits. En fait, quel habit il va enlever? C'est pas seulement ses habits chitzonim, il va en fait se débarrasser de ces paroles qu'elle va lui dire. Elle veut lui coller à lui une clipa, en fait, une écorce de gadin kilou. T'es un misken, t'es une victime. Et en fait, une personne qui se sent misken ou victime, il sera toujours en tacharo parce qu'il manque de confiance en lui. Donc forcément, il a toujours besoin de prouver. Mais c'est épuisant. C'est épuisant au bout du compte. Quand on est toujours là à vouloir prouver quelque chose, c'est épuisant. Alors quand une personne se dit, je n'ai rien à prouver, je veux, d'ailleurs, souvent les gens, à un moment, ils ont demandé, ils disent, je veux être aimé pour ce que je suis. Je n'ai pas envie de devoir faire, jouer le rôle en fait de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand tu me regardes, quand je te regarde, voilà, c'est moi. C'est à prendre ou à laisser. Et quand, en général, les gens ils vont faire du cinéma, d'ailleurs je vous dis même en chidour, il y a des fois, comment vous savez que c'est la bonne personne? Souvent c'est quand tu es toi-même. Quand tu arrives à être toi. Alors, il se peut que la première, la deuxième guicha, on a un petit peu honte au début, on ne sait pas trop comment se comporter. Mais au fur et à mesure de la relation, comment je vais savoir si avec la personne avec qui je suis bien? En général, c'est quand j'ai pas besoin de faire du cinéma. Quand je suis moi, je me sens ni jugée
et je me sens acceptée de la manière où je suis. Si je suis obligée toujours de prouver et d'être en tacharout avec moi-même et parfois même avec la personne avec qui je vais peut-être me marier, c'est pas un bon signe, c'est pas bon. Il faut que je sois moi, que j'arrive à être moi. Hachem il m'aime comme je suis, il faut que j'apprenne à m'aimer comme je suis, et la seule et l'unique tacharout que je peux faire, la compétition que je peux faire, c'est moi envers moi-même et mon Yetzirah. Jamais envers les autres. Maintenant, on voit que Esav, c'est exactement le contraire. Esav, il veut nous rentrer dans une toda'a, d'accord, dans une conscience de toujours ce qu'on appelle sarotaïn, un œil étroit. D'ailleurs, Yosef, comme on dit sur lui, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain. Pourquoi? Yeshua in Tova. Et je me souviens une fois, je ne sais pas si je vous l'avais raconté peut-être dans le premier cours, je connais quelqu'un qui s'est marié très 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 tard. Et un jour, j'étais à une choupa avec elle, et elle voyait toutes ses amies se marier. Un jour, je me souviens, elle me dit, elle pleurait. C'était après la choupa, elle pleurait. Et tout le monde lui disait, allez, Bekar Vetzer, c'est des trucs super énervants. Hein. Bekar Vetzer, maintenant elle pleurait, Bekar Vetzer, à ton tour. Et puis, tu sentais qu'elle... Je suis partie la voir, je lui ai dit, ça va, tu vas... Elle m'a dit, je pleure pas du tout de joie pour ma copine. Je pleure de... En fait, pourquoi? J'ai pas compris, toutes mes copines, elles se marient, j'ai pas compris, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, Hachem? Je comprends pas. Et Bémet, quand tu vois ça, tu sentais que c'était un cri du cœur, quoi. Et qu'est-ce que tu veux lui dire, en fait? Ça fait de la peine. Je lui ai dit, regarde, tu sais quoi, là, t'es sous la choupa, c'est un Edratson. Si t'arrives, maintenant, à te mettre sous la choupa, et à dire à Kadosh Baruch Hu, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide quand est-ce qu'une personne, elle doit se marier ou pas, et que tu dis à Hachem, même si tu le ressens pas au début, je suis contente pour ma copine, parce que tu es en train de reconstruire encore un mini Beth Amikdash, tu es en train de construire une maison. Elle dit, non mais tu plaisantes, je peux pas faire un truc pareil. Je lui dis, fais semblant, dis-le, répète-le jusqu'à ce que tu vas le ressentir. Et elle l'a fait. Ben, elle a rencontré son mari dans la même soirée. Dans la même soirée, elle a rencontré son mari. Parfois, Hachem nous met dans des situations de tsahar, de kéev. Et en fait, si on arrive, le Rav Yigal Cohen, il disait par exemple, c'est comme si maintenant, Stam, hein, il y a une autre soirée de célibataires dans la rue derrière. Et demain, on entend qu'il y avait 200 personnes. Je dis, maintenant, on a amené le buffet, on est là, on fait de la pub, etc. Le Rav Yigal Cohen, il dit, la tacharout, c'est me remettre en question en vrai, dans le chorège de la chose. Est-ce que je fais ça, les Shem Shamaïm? Est-ce que je fais ça, Bémet, pour aider des jeunes, pour aider des célibataires, pour aider des gens, pour faire les Kadash Shem Shamaïm, ou je le fais pour mon kavod personnel? Si c'est pour mon kavod personnel, alors forcément, si j'entends qu'il y a 200 personnes à côté, ça va pas me descendre ici. Parce que je me dis, mais pourquoi? Pourtant, je fais de la pub, l'entrée, elle est libre, on a fait un super buffet, je comprends pas pourquoi les gens, ils se bougent pas, et là-bas, il y a 200 personnes. Si Bémet, je le fais les Shem Shamaim, vraiment pour Akadosh Baruch Hu, que Bémet, ma seule matara, c'est d'aider, alors qu'il y ait une personne, 3 personnes ou 10 personnes, ça change rien du tout. Je sors de la tacharout, je sors, en fait, de la compétition, et je rentre justement à cette réroute. Parce que la vraie liberté, c'est de plus être dépendant de qui que ce soit. C'est ce qu'on dit tous les jours dans le schéma Israël, qu'Hachem, il nous sort d'Égypte. Et en vrai, cette Égypte-là, c'est justement cette compétition, cette Mitzrayim, c'est un duo Metzav, ça, c'est Tsaroutaïn, c'est Esav. C'est de toujours regarder ce qu'il y a chez les autres, de calculer, l'entrée à la 20 shekels, il avait 100 personnes ce soir-là, quoi, il s'est fait 2000 shekels? Ah ben alors vraiment, lui, combien de fois j'ai entendu des trucs comme ça? Ah, tu prends 50 shekels la soirée? Mais oui, mais il y a un buffet, il y a une chanteuse, il y a un cours, il y a une salle à payer. Ouais, mais bon, t'avais 50 personnes ce soir-là, donc tu t'es mis combien dans la poche? Mais à un moment, si on veut pouvoir avancer, évoluer, il faut absolument sortir justement de cette compétition-là, parce que c'est nous qui allons gagner au bout du compte. C'est à toi. Tu veux de l'eau? Non, merci. Non? Quelqu'un qui veut de l'eau ou du coca? Non? Bon, si je résume un peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant, la tacharout, les compétitions, amènent forcément au conflit. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment y sortir? Comment sortir de la compétition? Par quel mécanisme on peut sortir de là? Il faut savoir d'abord que, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Myriam, effectivement, le monde goy nous rentre dans une ignane de compétition parce que le monde goy, le monde goy en opposition, je dis le monde goy vraiment pour être très réducteur volontairement, mais ce monde goy, on le trouve également dans le monde juif.
Enfin, l'idéologie goy existe aussi dans le monde juif, mais je mets en opposition ce monde goy à l'idéologie que la pensée juive, la pensée de la Torah. Hein, je mets les deux en opposition. En fait, la Torah, le monde goy nous met en compétition en permanence pour pouvoir nous faire croire que le bonheur est d'avoir et de ne pas être. C'est quoi la différence entre avoir et être? La Torah nous dit que l'émancipation de l'être, le bonheur véritable, c'est l'émancipation de soi-même. Et Chachamim traduit ça dans la Gemara par la phrase suivante: la vie de l'homme en réalité se résume en une seule phrase, c'est de passer du monde du potentiel au monde du réel. C'est-à-dire que l'homme naît avec un potentiel, naît avec un kohar, une force, que Hachem souhaite de lui qu'il arrive à le sortir dans le monde réel. Et donc, sortir du kohar pour le mettre dans le réel. Et le fait d'avoir, de vouloir, d'obtenir des choses, en fait que cette volonté d'avoir et le fait d'avoir nous étouffe peu à peu l'expression du soi, de l'intérieur, de l'intériorité, ce qu'on appelle la pnimiout. Donc on a deux choses qui s'opposent en réalité, ce qu'on appelle la pnimiout et la chitzoniout, l'extérieur. Alors Myriam a parlé de Yosef dans la paracha de cette semaine. Il est en la rencontre de la femme de Potiphar, comme elle a écrit, elle a dit, et à un moment donné, la femme de Potiphar lui dit, dans le Midrash, lui dit, tu sais, personne ne t'aime, tu as été abandonné par ton père, tu as été abandonné par tes frères, tout le monde sait que tu es en Égypte, personne n'est venu demander de tes nouvelles, tu es vraiment seul au monde, personne ne t'aime, la seule personne qui peut prendre soin de toi, c'est moi. Effectivement, si on s'attache à ces paroles-là, beaucoup d'hommes dans leur vie ont entendu la douce parole de la sirène qui viennent lui dire, mais tu sais, ta femme, elle s'occupe pas de toi, tes enfants, ils t'aiment pas, tes parents, ils t'aiment pas, moi, ta secrétaire, je suis la seule qui te comprend. Et en général, ils plongent dans la secrétaire. En général. Parce que c'est la douce sirène, c'est la femme de Potiphar. Mais ça, c'est parce qu'ils s'attachent au côté extérieur des choses. Parce que c'est à la chitzoniout des choses. Et qu'est-ce qui se passe chez Yosef? Effectivement, la Gemara dit que Yosef a failli fauter à ce moment-là. Il a failli fauter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son habit chez la femme de Potiphar. Donc il s'est débarrassé de cet extérieur, de cette enveloppe, de cette poésie de la sirène, ce chant de la sirène de la femme de Potiphar, pour réellement exprimer l'intériorité de ce qu'est Yosef. Yosef, à la base, est un Méler. Il est Méler. C'est pas son vêtement qui fait qu'il est Méler. C'est en se débarrassant de son extériorité qu'il a exprimé sa malchoute. Et juste après, alors bien sûr, ça passe par une épreuve, l'épreuve de la prison d'abord. Et ensuite, on le convoque pour être le second de Paro. De là, on voit que l'amitié, dans un couple, il y a deux manières de le voir. Soit de manière pnimite, soit de manière chitzonite. Soit de manière extérieure, soit de manière intérieure. De manière superficielle ou de manière profonde. C'est-à-dire, si je regarde la profondeur de la personne qui est en face de moi, et même de ma profondeur à moi, et je regarde pas que le côté extérieur, ouais, il aime bien aller avec ses copains, il aime bien sortir avec ses copains, il travaille trop, il s'occupe pas tellement de moi, ou il fait ci, il fait ça. Il y a plein de choses qu'on peut demander, exprimer la plainte contre son conjoint, mais d'un autre côté, il y a aussi le côté intérieur, le côté pénimi des choses. Alors, à quoi je dois m'attacher pour réaliser un véritable couple et dans le Mutzlach qui réussit, c'est Mamash à la Pnimiout. Il y a écrit dans la Haftarah qu'on a lu cette semaine que Bet Yaakov, c'est le Esh, Bet Yosef, c'est la Leava, et Bet Esav, Bet Edom, c'est le Cash.
Alors, je traduis, la maison de Yaakov, c'est le feu, la maison de Yosef, c'est la flamme, et la maison de Esav, c'est le cache. Qu'est-ce que c'est que le cache? La paille. Cache, l'étymologie, la cache, c'est Kouf et Shin. Kouf et Shin, c'est 400. 400, c'est un chiffre qui, le cache, vous savez que le cache, c'est, quand vous avez le blé, vous avez le blé, le fruit, le cache, c'est ce qui entoure le fruit. C'est la chitzoniout. C'est ce qui nous empêche d'accéder au fruit. Il faut d'abord enlever le cache, la paille, tout ce qui est extérieur, pour manger du fruit. Le fruit, c'est la pnimiout. Le cache, c'est l'extériorité. Dans le monde de la Kabbalah, on appelle ça les clipotes. On appelle ça les écorces. C'est quoi l'écorce? C'est ce qui nous empêche de regarder réellement les choses. Quelque chose qui nous empêche d'accéder au réel qui va nous rassasier. Or, toute la vie, c'est d'être rassasié. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Esav, c'est tout ce qui est chitzoniout. C'est le monde de la superficialité. Yaakov, Yosef, c'est la flamme qui va permettre à Yaakov de brûler ce monde. À la fin des temps, le monde d'état de Esav, l'idéologie de Edom, va être anéanti par l'idéologie de Yosef. Comme a dit Myriam tout à l'heure, bien que Yosef a reçu du mal de ses frères, il a dit une chose, mais qui peut dire une phrase pareille? Qui est l'homme qui peut dire une chose comme ça à son épouse? Ou alors l'épouse qui dira à son mari, tu sais quoi, tu m'as fait du mal. Atem chashavtem alay, il dira, vous avez eu l'intention de me faire du mal. Tout le mal que vous m'avez fait, vous m'avez vendu en Égypte. J'étais en prison. J'ai eu l'épreuve de Potiphar, la femme de Potiphar. J'ai été énormément humilié par tout ça. Ben, tout ça, c'est pour qu'Hachem fasse réaliser mon tafkid. Je suis aujourd'hui le second du roi. Alors, on a toujours l'impression, lorsque on donne ce genre de chiour, les gens ils nous regardent les yeux écarquillés, ils me disent mais quoi, on n'est pas des frères, on n'est pas des pigeons. Quoi, mon mari ou mon épouse, elle a tous les droits de faire des choses comme ça, et moi, je dois accepter comme ça les choses sans rien dire. Le fait même de poser cette question, c'est déjà rentrer en compétition. Déjà, c'est de rentrer en compétition. Bonjour. Le mariage, c'est tout sauf la compétition. C'est la chaverut, l'amitié. L'amitié, ça consiste à se donner le maximum sans attendre quoi que ce soit en retour. Rien du tout en retour. On a expliqué déjà dans les shurim précédents que le mariage, comme la vie entière, c'est un monde de tikkun, c'est un monde de réparation, c'est un monde d'expression de l'intériorité. L'otov adam levado, ça veut dire qu'un homme seul ne peut pas accéder à l'expression de son intériorité s'il se retrouve seul. Il faut absolument quelqu'un qui est en face de lui pour extirper cette potentialité-là. Et donc, quand on a affaire à ce genre de réalité dans la vie de tous les jours, alors celui qui s'attache à l'extériorité des choses, il va forcément arriver au conflit. Il n'y a pas de raison, toi tu fais comme ça, moi je fais ci, et ce que je voulais dire aussi, attendez, j'ai perdu mon fil. Voilà. Voilà. Comme et ce que Yosef, il a appris de sa mère Rachel, on le voit aussi, on a toujours l'impression qu'on va perdre. Et savent, lorsqu'il sent qu'il est devant, qu'il y a quelqu'un qui le surpasse, alors il va tout faire, comme elle a dit Myriam, pour essayer de l'anéantir, de le brimer, de manière à ce que lui, il passe en premier. Donc c'est ça le lien de la compétition. Et on voit que quelqu'un comme Yosef, non seulement il a appris ça de sa mère, mais il va le transmettre à ses enfants. On va voir à la fin de la parasha de Vaïchi que Yaakov Avinu, il va vouloir bénir les enfants de Yosef. Et les enfants de Yosef sont Ephraim et Ménaché. Et Yosef,
comme il se doit. Il va mettre Ménaché le Béchor à la droite de Yaakov et Ephraïm à la gauche de Yaakov, pour qu'il puisse le bénir avec l'un avec la main droite, lui temps de, tandis que c'est le Béchor, et Ephraïm avec la main gauche. Yaakov, il a décidé de croiser les bras. Et avec sa main gauche sur Ménaché, le Béchor, et la main droite sur Ephraïm, le second. Et Yosef, un peu froissé de ça, c'est pas comme ça, papa. Le Béchor, c'est lui qui doit avoir la main droite sur la tête, c'est pas Ephraïm. Et Yaakov lui dit, Ani Yodéabi, je sais très très bien. Mais lui, il a un tafkid spécial, même s'il n'est pas le Béchor. Ok. Et Ménaché, il a un autre tafkid. Il a un autre rôle. Alors, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure, ce qu'on a voulu dire tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire passer du potentiel au réel? C'est qu'en réalité, tout ce qu'on va vivre dans l'expérience du mariage, c'est pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle le tafkid. Ça s'appelle le rôle. On a chacun un rôle. On a chacun un rôle à jouer d'abord dans la vie, mais surtout au niveau du mariage, surtout au niveau du couple. Et ce qu'on voit, c'est que Ménaché, constatant ça, il n'a pas bronché. Il n'a pas émis de signe de jalousie, alors qu'il était le Béchor. Et qu'est-ce qu'on constate? À la fin de la paracha, à la fin de Sefer Torah, lorsqu'on va constater, quand on va partager Eretz Israël entre chaque tribu, c'est que Ménaché et Ephraïm vont faire partie des tribus. Si maintenant, je vous demande, quel est le territoire le plus vaste d'Eretz Israël, de quelle tribu il s'agit? Vous savez, c'est laquelle? C'est Ménaché. Ménaché est la tribu qui reçoit le plus grand territoire d'Eretz Israël. C'est où exactement? Ménaché, c'est même, je crois que ça, même la période, le Sharon, je crois que ça fait partie de Ménaché. C'est de la Méditerranée jusqu'à même Me'ever à Yarden, c'est-à-dire la partie du Jourdain. Ça traverse tout. Tout ça pour vous dire quoi? Le monde Goy, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le monde de Édom, le monde de Esav, il a inventé un principe qui est l'égalitarisme. Alors, quand j'entends égal, moi, quand j'entends on est tous égaux, l'homme naît et libre et égaux. Tous les hommes naissent comment il dit? Naissent libres et égaux en droit. Égaux en droit. Égaux en droit. Mais est-ce qu'ils sont égaux ailleurs? Alors, là, on est en train d'inventer un nouveau système qui est l'égalitarisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalitarisme? On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. C'est-à-dire que on perd la notion de hiérarchie et on perd la notion de différenciation dans les genres. J'ai expliqué une fois dans un cours, je crois que c'est ici, je ne sais pas si c'est un autre cours, à Eilat. Il y a 4 principes anthropologiques. 4 principes anthropologiques pour qu'une société, elle fonctionne normalement. C'est la différenciation entre les générations, c'est-à-dire que un adulte n'est pas un enfant et un enfant n'est pas un adulte, et un adulte n'est pas un vieillard et un vieillard n'est pas simplement un adulte. Il y a simplement, donc ça veut dire quoi? Ça fait appel au sens de la hiérarchie des générations. On fait kavod aux plus vieux et les plus vieux enseignent aux plus jeunes et pas l'inverse. Les jeunes n'enseignent rien aux anciens et les anciens ne font pas kavod aux enfants. Ça, c'est un premier principe anthropologique. Le deuxième principe anthropologique, la différenciation entre les genres. Un homme n'est pas une femme comme les autres. Et une femme n'est pas un homme comme les autres. Une femme, c'est une femme. Et un homme, c'est un homme. Une femme est une femme avec ses tafkids, avec ses rôles, avec ses sentiments, avec sa manière d'être. Et l'homme est un homme avec des tafkids complètement différents de ceux de la femme. Et complètement différents dans la manière de fonctionner, beaucoup plus intellectuel, beaucoup moins sensible que la femme. Et donc l'homme doit apprendre comment fonctionne la sensibilité d'une femme, et la femme doit comprendre comment fonctionne l'aspect carré d'un homme. Ça s'apprend.
Ça s'apprend. Ça s'apprend pas sur le tard. On n'apprend pas à être papa ou à être parent ou à être marié, époux et épouse sur le tard. Ça s'apprend pour éviter les soucis quand on est ensemble. Troisième principe anthropologique, l'interdiction du meurtre. Et quatrième principe anthropologique, l'interdiction de l'inceste. Ce qu'on appelle au mot Gilou Yarayot. Nous, on rajoute un cinquième, nous, dans la Torah, c'est l'idolâtrie. On n'a pas le droit assourd de l'idolâtrie. Mais eux, ils n'en parlent pas. Tout ça pour dire quoi? C'est que si jamais, pour qu'un couple y vive véritablement en harmonie, pour sortir véritablement de ce monde que Esav veut nous apprendre, veut nous rentrer dedans, c'est quoi? Le monde de l'égalitarisme. Ok? Ça veut dire quoi le monde de l'égalitarisme? C'est qu'on vit tous, hommes, femmes, vieillards, enfants, bientôt animaux, voire insectes, dans le même championnat, dans le même circuit, sans voir de différence d'âge, de génération, de genre ou quoi que ce soit. C'est ce qui fait que on est en compétition à l'intérieur même d'un couple entre les hommes et les femmes. Pour sortir de là, il faut véritablement respecter ces 4 principes anthropologiques que j'ai donnés tout à l'heure, qui émanent véritablement de la Torah. Et c'est quoi le principe anthropologique? C'est la différenciation homme-femme. Différenciation homme-femme, on est différents, donc on a des tafkids différents. Et je n'ai pas à me mettre en compétition avec mon épouse ou avec mon époux, parce qu'on a tous les deux un rôle différent. On a un rôle différent, l'approche vis-à-vis des enfants, l'approche vis-à-vis de la parnassa, l'approche vis-à-vis de la Torah, l'approche vis-à-vis de la communauté, tous les champs d'action qu'un couple peut être amené à visiter dans leur vie de couple, eh ben, l'homme et la femme ont 2 tafkids différents, 2 rôles complètement opposés. À partir de là, lorsqu'on est conscient de la différenciation de tafkid, de rôle, il est impossible de rentrer en conflit. Impossible. On rentre en conflit à partir du moment où on a l'impression que elle ou lui et moi, on est pareil. On joue dans le même combat, dans la même arène. Si on n'est pas dans la même arène, on ne peut pas combattre ensemble. Il n'y a pas lieu de combattre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner de mon tafkid, elle va donner de son tafkid. Ça s'appelle l'amitié. C'est ça véritablement la réoute. Reim Aouvim, les compagnons qui s'aiment, ça veut dire quelqu'un qui partage avec l'autre ce que l'autre n'a pas. D'où la différenciation des tafkids. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi j'ai une question que j'aurais voulu vous demander. Axel, c'est quoi pour toi la compétition? Comment tu vois la compétition, toi? Alors ça dépend. Si on parle de quel type de compétition? En général, compétition déjà en interne, il y a 2 types de compétition déjà. Ok. Ta compétition personnelle, où tu te mets la pression, où on te met la pression, on t'a toujours mis la pression et par rapport à ça, du coup, on essaye toujours d'évoluer. Ok. Ou tu as l'évolution ou la dévolution. Parce que quoi qu'il arrive, ça dépend comment on t'a éduqué. Et l'importance, la magie de la positivité, si les parents ne l'utilisent pas avec les enfants, ils mettent la pression aux enfants en disant check un double zéro, check un zéro, tu n'arriveras jamais à rien, ça va pas. Parce que le problème, l'enfant il grandit toujours, regarde, je suis qu'un zéro, je suis qu'un double zéro, j'arriverai jamais à rien, mes parents me le disent. Ça va pas, non. Quand un enfant a un problème, il faut aller vers lui, il faut arrêter de mettre la pression. Les parents... Et à quoi c'est dû d'après toi qu'il y ait des parents qui disent que tu es un double zéro? Ben, c'est pas difficile. Ce fait-là est lié aux consciences ou à l'inconscience des parents. C'est-à-dire, Ben, les parents... qu'est-ce qu'ils voient pas? Qu'est-ce qu'ils voient mal? Le potentiel, les capacités réelles de leur enfant. Et pour ça, il faut faire quoi? Pour voir les capacités réelles de l'enfant. Pour voir les capacités réelles de l'enfant, il faut voir quand par exemple un enfant ramène le bulletin à ses parents trimestriels. Et s'il est mauvais, il a des zéros. Il a des zéros maintenant.
Il a des 1, des 2, des Ouais. 4. C'est catastrophe. De se concentrer sur le. Par contre, il a une 9 sur 10 en sport. Bravo. C'est très bien. D'accord, mais Pour la lecture, il a travailler ça, ensemble. ce 9 sur 10 en sport. Ça C'est n'enlève très pas le 0 qu'il a en maths, non? Ça n'enlève pas. Alors comment tu gères? C'est exactement la même méthode Firestyle. Tu utilises Le ce bon, qui est efficient et pas déficient. c'est de te concentrer sur le fait que peut-être qu'il Bon, a d'accord, un mais- futur sportif. Et comment on va l'aider à partir de Mais ça. d'accord, mais ça fera pas un prof de sport. Pas besoin. Peut-être pas. et Alors, pourquoi pas. qu'est-ce qu'il voit pas le parent, le père là-bas? Ils ne voient pas les capacités réelles de leur enfant. Mais il a 0. Bah, d'accord, mais s'il a quelqu'un qui a 0 en maths, il a pas mis de l'effort. Il n'a pas besoin des maths. C'est pas grave. Il n'a pas besoin des maths, ou du français, ou de l'histoire, ou de la géographie. Il aime le sport. Il a cette vocation. Il a des compétences Ouais. en sport. Tant mieux. Après, il ne faut pas délaisser les autres matières qui sont Ah bah ouais. pas bonnes. Ouais. Il Alors. faut travailler dessus. Et comment on fait? Tout dans l'amour. Ah, dans l'amour. T'as jamais vu cette scène-là qu'un type, des fois, il est en train de faire les devoirs avec son fils? Le fils, il est bouché, mais il arrive à rien comprendre. Il comprend rien. Ça fait des heures qu'il est devant avec son fils. Et il arrête pas de lui répéter. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il le lève comme ça. Par le côté, il dit, mais tu comprends rien à ce que je te dis. Ça ne changera rien, il va se bloquer encore plus. D'accord, Il va se braquer. mais comment on peut arriver à cette situation-là? Il y a marqué dans la Torah, tant que tu ne répètes pas 1000 et une fois à ton élève ou ton enfant. Alors ça, j'ai rien compris. J'ai jamais compris cette marrante. Ah, Est-ce que tu as déjà vu un type, c'est pas 1001 fois, c'est 101 fois. Mais où 101 tu as déjà vu un type qui a répété 101 fois une leçon à quelqu'un? pourquoi pas, faut avoir de la patience. Et pour avoir de la patience avec un type qui comprend rien. C'est pas grave. Au bout des 100 fois, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mais comment t'es arrivé aux 100 fois, Birlal? Comment t'es arrivé aux 100 fois? Moi, au bout de 10 fois, j'arrête. Là, tu répètes. C'est à nous d'avoir l'entraînement, puisqu'on Les est Chinois l'adulte. appellent la fin. L'entraînement, c'est la Ahava. La Ahava, quand quelqu'un, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand quelqu'un, il aime une personne, Quand il y a l'amour, on voit plus rien. même si maintenant il est nul, il trouvera toujours des circonstances atténuantes. Parce qu'il n'est pas dans la compétition. Il n'est pas dans le fait que, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que moi, je vais dire aux copains si toi, t'es comme ça? Est-ce que c'est pour toi, le cavote? Est-ce que c'est pour toi qui doit travailler bien ou est-ce que c'est pour lui? On a expliqué ça une fois dans les conférences à Eilat. Le drame en général, ce que les parents, ils inculquent aux enfants, c'est qu'en fait, ils leur demandent d'être mes soudards pour eux. Range-moi ta chambre. Range-moi ta chambre. Qui a pas dit ça une fois dans sa vie? Range-moi ta chambre. Fais-moi plaisir. Ramène-moi. Ramène-moi ça. Ramène-moi une bonne note. En fait, quand c'est tourné vers soi, il y a toujours un dénivelé qui se joue entre la personne et l'autre. D'abord, ça peut se faire aussi avec son épouse. Mais en général, en réalité, les véritables relations dans la famille, c'est fait pour sortir le meilleur de l'autre, le meilleur de l'enfant, le meilleur de son époux, le meilleur de son épouse. C'est ça être ami. Et donc, dès lors qu'on est dans cet état d'esprit-là, on va toujours essayer, toujours trouver la meilleure manière de réaliser la chose. Mais dès lors que je pense à moi, à ce moment-là, je vais rentrer automatiquement en conflit. Parce que je veux passer en premier, je veux exprimer mon être à moi à travers lui. Je veux exister à travers lui. On voit bien, par exemple, dernièrement, et je cite la référence quand même, c'est important, je cite les sources, toujours, dans Torah Vox, la dernière campagne, c'est l'importance de la magie de la positivité. Et on voit justement, ce que j'étais en train de dire, un couple qui, d'abord, on voit la maman avec son fils, son petit garçon, elle lui dit, sors ton devoir de français, sors ton livre de français. Il lui dit, il cherche, il n'a pas. Il lui dit, si, cherche bien, tu vas le trouver. Non, mais Cherche, c'est urgent. il l'a toujours C'est pas. urgent. Elle lui dit, c'est pas possible. Tous les jours, tu oublies quelque chose. Quoi? C'est pas le livre de français, c'est le livre de maths, c'est le livre de géo, c'est le livre d'histoire. Ça va. Bon, tu sais quoi? Laisse tomber. Tu te débrouilleras avec tes professeurs. Laisse tomber.
Et là, d'un coup, il fait tomber toutes les affaires par terre, tous les gâteaux. Il y en a partout, les petits lus. Et là, elle s'énerve. Elle dit, range-moi tout ça. Fais attention. Tu peux pas faire attention. Et là, vendredi soir, le père à table, il dit, David, le prénom de ton fils, parle-nous de la paracha. C'est quoi la paracha de cette semaine? Et là, le petit David, il beuille. Et là, le papa, il s'énerve en disant, mais tiens un zéro, tiens un double zéro. On paye des écoles très chères et tu n'es pas capable de nous dire c'est quoi la paracha de la semaine? Je veux tout de suite la paracha de la semaine. Et là, ça sort, il dit, David, qui? Et lui, il dit, Kitavo. Il dit, commence à dire Kitetsé, c'était Kitavo. Donc du coup, c'est pas la bonne. Et là, il s'énerve. Après, demain, dans son business, il travaille dans une grande entreprise, il doit présenter un très gros projet à des clients. Et là, son patron qui se met sur sa tête. Dis-moi, c'est ça que tu vas envoyer au client? Mais tu sais sérieux, tu as vu le prix que tu leur as pris? Tu veux pas qu'on travaille ensemble? Et lui, il lui répond, mais arrête de te mettre sur ma tête. Vas-y, j'ai pas besoin de toi, c'est bon. Laisse-moi faire, je connais mon boulot. Après, ce soir, sa femme qui l'appelle, qui dit, écoute, pour ce soir, il faut absolument que tu gardes notre fils à la maison. Je dois sortir, j'ai besoin. Il dit, pas de problème. Et là, il commence à faire une construction de son fils avec des petits trucs en bois. Et là, tout tombe. Et là, puisqu'il est devenu maintenant marié et papa, il s'énerve contre son fils. Il a le même fonctionnement que lui a eu. Ouais, ben on reproduit le mécanisme, c'est sûr. Alors, S'il n'y a pas une prise de conscience, à un moment donné, que ce qu'on a vécu étant enfant, c'est forcément des traumatismes qui vont être répétés, et le seul moyen pour arrêter l'hémorragie, c'est de se faire aider par un thérapeute, par quelqu'un qui est extérieur à soi. Sans quoi de toute façon, il ne se rendra même pas compte qu'il va répéter les erreurs de ses parents. Maintenant, il y a une question, tu voulais dire une autre question? Non, après je vais reprendre les questions. D'abord, merci Axel, je reprendrai après. D'abord, je voudrais faire ce coup pour la fois chez les mains de la femme du rabbin Chitrit. Donc, Odaya Nathalie Kamra Batsada Bezrat Hashem, le Tarkonam Chabet Israël, que Bezrat Hashem, par le mérite de secours, les Khatoufim rentrent à la maison, que ce soit le Nes de Hanouka, que tous les Chayalim et les Chayalot ils rentrent Bezrat Hashem Brim Veshlemim. Et voilà, s'ils pouvaient partager le cours, comme ça donne du srout aux autres. Je voudrais vous raconter une histoire. Et avant, j'aurais voulu vous dire quand même que quand Hachem, on sait très bien qu'on ne va jamais rencontrer 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Okay, on rencontrera toujours certaines personnes. Et c'est certaines personnes qu'Hachem va nous mettre sur notre chemin. Parfois, ça va réveiller chez nous peut-être une kina, peut-être une jalousie, peut-être une manière étroite de voir les choses. Peut-être pourquoi elle et pas moi, pourquoi lui et pas moi. Alors, on nous a appris depuis petit que c'est interdit d'être jaloux, c'est pas beau, il faut toujours regarder ce qui bout dans sa marmite, c'est pas joli d'aller voir ce qu'il y a d'autres, etc. Sauf qu'on reste quand même qu'on est des êtres humains. Et qu'en fait, quand Hachem, il nous met sur notre chemin des gens qui ont quelque chose de plus que nous, au lieu de repousser cette chose-là, ou de se dire au fond, Kilou, il n'y a personne qui sait, ah, je suis trop contente pour toi. Mais en vrai, au fond, ben, ça passe pas. En vrai, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? C'est quoi le plus de la tacharout? C'est quoi le plus de la compétition? C'est quoi le plus de ce petit pincement de cœur? Et ben, c'est Hachem il attend de nous, c'est que, on soit content d'abord pour l'autre, parce qu'Hachem il lui manque rien. Hachem il lui manque ni des maris, il lui manque ni des femmes, ni des enfants, ni de l'argent, ni des maisons, ni des voitures. Il manque rien à Kadosh Baruch Hu, il manque rien. Et en vrai, quand je vais voir quelque chose qui me gêne, ou que j'ai envie moi aussi, quand Hachem il va me mettre cette personne d'Afka en face de moi, c'est pour que, d'abord il attend que je sois content pour l'autre, 2, que je puisse prier aussi en disant, Hachem, je sais qu'il te manque rien, et si tu penses que c'est bien pour moi cette chose-là, alors aussi envoie-la moi. Mais c'est sûr que Hachem il peut l'envoyer que si j'ai Aïn Tova, si j'ai Aïn Rechava, si je suis capable de voir plus. Parce qu'en vrai, c'est comme si je disais à Hachem, tu t'es trompé. Ce mari, tu aurais dû me le donner à moi. Ce bébé, tu aurais dû me le donner à moi. Cette voiture, elle aurait dû me revenir à moi. En fait, si je suis en train de remettre en question Hachem en me disant, tu t'es planté dans tes plans. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, pardon. Ouais. Maman, je rebondis sur ce que tu viens de dire.
Il y a une ségoula qui est très très connue, c'est-à-dire pour que Hachem, il nous donne ce qu'on a envie, alors il faut prier pour l'autre. Exactement. Vous avez entendu ça déjà? J'ai jamais compris comment ça marche. Alors, C'est quoi le mécanisme? Comment est-ce que je prie pour l'autre alors que je dois être mévataire sur ce que moi je demande et en priant pour l'autre, alors à ce moment-là, Hachem il va m'exaucer. Je comprends pas mais en réalité, avec le cours, on a compris. C'est parce que si je prie pour l'autre et que je suis véritablement content de ce qu'il a eu lui, véritablement, c'est-à-dire sincèrement, je ne fais pas semblant. On est dans le monde de la pnimiout, on n'est pas dans le monde de la chitzoniout ici. On n'est pas dans la façade, on n'est pas dans le sourire de façade. On est dans véritablement la joie intérieure. Et ben, ça veut dire que je suis réellement conscient du rôle que lui, il a joué. Et qui est forcément différent du mien. Et s'il a eu, je ne sais pas, il s'est marié avec une femme qui est, je ne sais pas moi, plus intelligente que la mienne, ou plus belle que la mienne, ou plus grande que la mienne, ou plus instruite que la mienne. Peu importe. C'est que ton tafkid, il est forcément différent du mien. Alors que même moi, j'avais demandé celle-là, mais non. Hachem, il l'a donné à lui. C'est parce que il correspond exactement à son tafkid. Et celle qu'Hachem me réserve, elle correspond exactement à mon tafkid et forcément différente de celle-là. C'est le jour où on comprendra véritablement que tout ce qu'Hachem il envoie, c'est envoyé au millimètre, mais les millimètres c'est même trop grossier d'ailleurs, c'est exactement envoyé sur mesure, en fonction du rôle qu'on a joué dans le monde, et bien Akadosh Baruch Hu, il enverra forcément ce dont on a besoin le plus vite possible. Alors, je vais vous raconter un truc, c'est que quand je me suis remariée avec Chaim, j'étais rentrée dans un groupe où on devait prier pendant 40 jours pour quelqu'un d'autre qu'on ne connaissait pas. On m'a donné le nom de quelqu'un et on m'a dit, il faut que tu pries pour cette personne pendant 40 jours. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on nous fait faire, c'est sortir de notre nous-mêmes et se concentrer sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je priais plus pour moi, je priais pour cette personne, mais je ne la connaissais même pas, pour qu'elle trouve son zivoug. Et bien, au prochain, après, j'ai rencontré mon mari. Et je connais aussi une jeune fille qui s'est mariée assez tard, qui voulait avoir un enfant. Et elle était venue à un de mes cours en pleurs parce qu'elle venait de faire une fausse couche à un âge assez avancé. C'était son premier bébé. Elle avait perdu, je crois, à 5 mois. Et ma fille, elle voulait tomber enceinte. Et il lui avait dit que c'était pas si pachoute, etc. Et on a fait, elle était là, on a fait un échange. Je lui ai dit, regarde, je dis à ma fille de prier pour toi. Et toi, tu pries pour elle. Au prochain, ma fille, elle a eu un garçon. Et cette fille, elle doit accoucher d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'en vrai, au Hachem, à Kadesh Baruch Hu, parfois, par exemple, entre vous, vous pouvez vous dire, voilà, tu sais quoi, pendant 40 jours, je vais par exemple faire le Perek Shira pour toi. Et toi, tu vas le faire pour moi. En fait, on sort de notre nous, et en fait, on va penser à quelqu'un d'autre. Et c'est pas évident, parce que ça demande vraiment, c'est beaucoup de trésed. C'est même beaucoup de trésed. D'ailleurs, le premier qui est sorti de cette Tacharout, c'est Avram Avinu. Il a été à Avram, à Ivry. D'accord? Il était à Ivry, pourquoi? Mais à Ever, il était de l'autre côté, contre tout le monde, mais pas en compétition. Il avait un seul but, c'est de faire connaître le Shem Hashem. Il n'était pas en compétition de qui c'est qui a la plus belle Avodah Zarah. C'est pas ça ce qui l'intéressait. Le Rav Yoav Akrish raconte 2 histoires que j'ai beaucoup aimées. Il dit le premier, un jour, il était à c'était à Purim, il était à Yerushalayim. Puis il y a un homme apparemment très connu qui est rentré chez le Rabbi là-bas. Il est venu faire les Chaïm. Quand il est arrivé, apparemment, tout le monde le connaissait parce que, voilà, il était, je sais pas, c'était quelqu'un de la Knesset, je sais pas quoi. Mais lui, il connaissait personne. Et puis, c'est assis à côté du Rabbi. Et le Rabbi lui a fait les Chaïm. Il lui a dit, combien tu as d'amis? Il lui a dit, des milliers. C'est comme sur Facebook, tu as combien d'amis? 5000 amis, mais je peux plus rentrer personne. Mais un seul qu'on connaît personne, c'est que tu es des amis virtuels. Alors, il lui a dit, ah bon, t'as beaucoup d'amis? Et il lui a dit, et à un moment, il lui dit, je te pose une question. Si jamais maintenant, un de tes amis, qui est plus haut placé que toi, après, c'est toi qui deviens plus placé que lui. Est-ce que tu crois que ça restera ton ami? Il lui a dit, mais putain, mais il lui a dit, non, ça ne sera plus mon ami. En plus, il va l'idroch halay. Et si on lui donne la possibilité de lui me monter dessus, ou idroch halay gam. Il lui dit, t'appelles ça un ami? Il lui donne encore quelques petits verres de l'échaïm, et à la fin, il lui dit, alors, réellement et concrètement, combien tu as d'amis? Et là, il a des larmes. Avoir une vraie amitié avec quelqu'un, c'est pas donné à tout le monde. Et le Rav Yoav Akrish raconte une autre histoire que j'ai trouvée magnifique.
Parce que très souvent d'ailleurs, je vois le Rav Yavakrish comme le Rav Shneur Ashkenazi, et le Rav Rosenblum, en fait ce qu'ils font c'est que quand ils ont leur cours de Torah, ils envoient en PDF tous leurs cours à imprimer. Maintenant, leur manière de faire, c'est qu'elle est tellement généreuse, c'est un vrai don de soi, une vraie envie de donner de la Torah, qu'ils n'ont pas peur d'imprimer leurs propres cours, et que quelqu'un, moi d'ailleurs je le dis au Rav Yavakrish, sachez que je m'inspire beaucoup de vos cours pour les soirées célibataires, je suis en train de, Baruch Hashem, de terminer mon livre, et je me suis beaucoup inspirée de ces cours de Torah, parce que je les ai trouvés exceptionnels. D'accord? Quelqu'un qui a Tsaoutaïn, il va dire, mais non, c'est du plagiat, t'as pas le droit de prendre mes cours, etc. Quelqu'un qui est grand, il m'a dit, Bessim Charaba, les fers et Kiddush les Shem Shamaim. Il dit toujours, si vous pensez que ce cours, il peut aider quelqu'un d'autre, partagez. Gardez pas ça pour vous, Kilou. Oh, je tiens le Kiddush du siècle, mais je vais le garder pour moi. Non. D'ailleurs, la shkafa des Chabad, c'est, tu as appris Aleph, tu sors d'un cours, retransmets Aleph. Tu as appris Bet, retransmets Bet. Pourquoi? Parce que ce Aleph qui va apprendre l'autre personne, tu vas peut-être lui changer sa vie. Tu vas peut-être lui changer sa manière de voir les choses. Et il raconte qu'un jour, il y avait un très très grand professeur des yeux qui était rentré voir le rabbi. C'était le Baal Pnei Menachem, il s'appelait. Et il s'est occupé de lui. Et il lui raconte qu'il doit aller à un kenes, donc un rassemblement de plein de médecins, et que chacun, en fait, il doit raconter ce qu'il fait, ses recherches, etc. Et il a compris tout de suite, ce rabbi, ce qui se cachait derrière, c'est qu'en fait, tout le monde va raconter, mais c'est du blablabla. Mais si ils ont fait la découverte du siècle, ils vont la garder pour eux, pour pouvoir avoir plus de révar, plus de gains, et surtout ne pas la partager. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc le Rav Nemenachem lui dit, regarde, je te demande s'il te plaît, il lui parle maman, je dit, je peux te demander une chose, c'est que quand tu vas ouvrir ta bouche, toi, à ton tour, tu vas dire comme ça, si quelqu'un d'entre nous ici a découvert quelque chose qui change, et que Béhémet, nous qui sommes Rofé et Naïm, qu'on est médecins des yeux, Yeshlano a une Tova, on a un œil positif, alors on va partager nos découvertes pour Béhémet soigner les gens. Et ça, c'est ce qu'on appelle Rofé et Naïm, avoir Mamash à une Tova. Et en fait, il a compris ce médecin. Et ce qu'il a fait, c'est quand il est arrivé, il a dit, écoutez, j'ai aucun chidouche à vous apporter sur ce que vous avez amené, mais juste je sors de chez mon rébé et voilà ce que je vous ai amené. Sur ce, il y a un des professeurs qui se lève et qui dit, voilà, maintenant que j'ai entendu ce qu'il a dit votre rabbi, en fait, j'ai fait une découverte exceptionnelle que j'ai testée sur plein de personnes et qui marche très bien. Mais je voulais la garder pour moi, pour devenir hyper méfoursim, hyper connu et forcément gagner plus d'argent. Mais en fait, quand j'ai entendu les paroles sages de votre rabbi, j'ai compris qu'en fin de compte, un vrai médecin, il a une vraie volonté, c'est de guérir. Si je deviens médecin sans aucune vocation, c'est que pour gagner de l'argent, alors c'est pas bécédaire. Et en fait, toute la vie, elle nous invite en fait à vérifier à l'intérieur de nous, est-ce que Bémet, tout ce qu'on fait, c'est mechouvan vers l'autre, c'est intentionné vers l'autre, est-ce que c'est les tova pour l'autre, ou c'est juste pour moi, et je me sers de l'autre pour moi. Souvent, les femmes, enfin les jeunes filles vont plus, les femmes, jeunes filles, vont plus se retrouver dans cet exemple, c'est que parfois, peut-être les hommes aussi, c'est pas, je sais pas comment ça marche chez vous, mais parfois tu arrives dans un mariage et tu te sens super belle, et t'es bien, et tu t'es arrangée, t'es partie, nana, et tu te sens super bien, puis il y en a une qui rentre dans le mariage, qui va tirer le focus sur elle, et c'est la bombe de la soirée. Et en fait, les personnes qui sont à côté, parler, elle dit, d'un coup tu te sens super mal. Mais en vrai, ma kécher. C'est pourquoi? Parce qu'on nous met en tacharout. Elle peut être belle et bombe atomique et super bien habillée pour elle, j'ai pas besoin de me comparer pour autant. Si j'étais bien dans mes chaussures il y a 2 secondes, pourquoi je me sens plus bien d'un coup? Parce qu'elle, elle est rentrée. Parce que quoi? C'est elle qui attire le focus. C'est parce que d'un coup tous les yeux sont virés sur elle. Parce que je me compare à elle. Alors qu'il y a des gens qui nous demandent pour notre bien à nous d'arrêter de se comparer, de développer la mentalité de Rachel Imenu. Et tous ceux qui vont combattre Amalek, d'accord? Tous ceux qui vont combattre Amalek, ce sont des descendants de Rachel Imenu. Parce que pour combattre Amalek, il faut avoir une Tova. Et notre propre Amalek à nous, d'accord, qui est là toujours en train de nous refroidir, à nous comparer, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Au Dorer. Il écrase, il marche, il a besoin pour se sentir quelqu'un de bien, il a besoin, c'est qui? Aman Aracha. Tout ce qu'il a, c'est l'homme à spiclo. Il dit, Kozé no cheveli. Ça ne me sert à rien tout ça. Pourquoi? Parce que Mordechai, le juif, ne peut pas se prosterner devant moi. Et en fait, si on essaie d'analyser dans notre quotidien, est-ce qu'on n'a pas quelque chose comme ça de se dire,
Non, c'est bien, merci pour tout ce que j'achète. Mais il me manque ce truc-là. Et si j'avais ça, qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il était tellement talouille, dépendant de Mordechai, qu'à la fin, il a fini comment? Talouille à l'aise, pendu sur un arbre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une personne elle rentre dans ta charout, elle est tellement dépendante de l'autre qu'elle n'arrive plus à se concentrer sur elle. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais raconté, ou là, je ne me rappelle plus. Il y avait un homme qui avait ouvert un gros business et ça marchait très bien. Puis à un moment, il y a un autre qui a ouvert un business juste à côté, le même, exactement le même. Et l'autre, il a commencé à pas bien marcher. Il est parti voir le Rav et il a dit au Rav, écoutez Rav, ça va pas du tout. Déjà, mon business, au début, marchait très bien, il a commencé à pas bien marcher. Quelqu'un qui m'a ouvert un business juste à côté et c'est de pire en pire. Il a ça qui rentre, il lui dit, tu sais, c'est difficile de gérer 2 business en même temps. Alors il lui dit, mais non, je ne gère pas du business, je vous parle du mien. Il lui dit, non, tu as tellement les yeux sur le business de combien il rentre, combien il sort, combien de clients, que tu es en train de délaisser ton propre business. Et en vrai, c'est exactement ce qui se passe avec nous parfois. C'est qu'on est tellement concentré sur l'autre ou à se comparer à l'autre qu'on délaisse notre propre business, c'est-à-dire notre propre neshama. Donc il faut vraiment qu'on se recentre sur nous, pas pour nous, mais pour que quand on va sortir le meilleur de nous-mêmes, on va être comme le shamash, on va pouvoir éclairer et donner aux autres. Alors, je voudrais aussi poser la question à Benjamin. Benjamin, pour toi, c'est quoi la compétition? C'est-à-dire si, La compétition, bon, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est un sujet qui est complexe. Ce que vous avez dit, ce que Axel a dit, c'est beaucoup de choses. C'est la compétition dans la famille, d'abord, entre frères et sœurs, les parents qui comparent leurs enfants, ce que vous avez dit. Il y en a un qui est doué, par exemple, pour les mathématiques, il y en a un qui est doué pour le sport. Alors, forcément, c'est aussi, en fait, l'image des parents. C'est aussi ce qu'ils veulent montrer. ouais, Pour eux, c'est mieux d'avoir un fils qui est ingénieur exactement. qu'un fils qui est sportif. par Ok, exemple. plombier. Ou qui est plombier. Au secours, mon Ouais. fils avocat, il est en train de se noyer. Oui, exactement. Donc en fait, c'est aussi c'est l'image dans la société que les parents veulent avoir pour leurs enfants. Il y a forcément, on va dire, une étiquette qui est mieux qu'une autre. Et comment il faut faire pour sortir de là? Il ne faut pas se comparer, c'est ce que vous avez dit. Chacun a un potentiel qui est défini pour lui. Et comment on arrive à pas se comparer à l'autre? Il lui donne un potentiel et personne n'est égal à l'autre. Justement, c'est l'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas vraiment d'égalité. On est chacun un être original en fait. Chacun a un potentiel voilà, pour quelque chose et chacun est une personne unique. On n'a pas à avoir un œil jaloux, Oui, parce qu'on est complètement différents de toute Il n'y a façon. pas de jalousie à avoir parce que c'est deux tafkidim qui sont Nahon, différents. Nahon. Vous avez dit. Merci Razak. Benjamin. Voilà. Razak Benjamin. Razak. Excuse-moi, juste comme on doit. Mechila, tu voulais juste terminer? Un petit- Je voulais dire aussi que la Vas-y. taharout, elle peut être bien aussi. On peut citer l'histoire de Rabbi Akiva, qu'il était mauvais en Torah, qu'il n'était pas bon. Et bon, moi c'est ce que j'ai entendu. Et il y a quelqu'un qui a dit à son fils, il faut que tu étudies la Torah, il ne faut pas que tu sois comme Akiva. Moi j'avais entendu comme ça, et Akiva il a entendu. Alors depuis ce jour, il a commencé à étudier la Torah, il est devenu un des plus grands... Mais c'est pas la taharout avec quelqu'un là. C'est avec lui-même là que Rabbi Akiva. C'est un défi en fait oui, qui mais s'est comme lancé. il a entendu en fait un reproche, Nahon, ça l'a fait Nahon, monter. en fait. Nahon. Bon, c'est vrai que c'est. Ils ont raison. Ils disent, dommage, on n'entend pas les intervenants. Ah, Ouais, dommage. c'est dommage. La prochaine fois, je prendrai des micros. Parce On que fera des micros, ouais. La prochaine fois, je C'est prendrai vrai. des micros. Voilà, il y a aussi cet aspect qu'il faut quand même un petit peu de taharout pour pouvoir avancer. Et Il y a marqué, Tout à fait. il y a marqué dans la Torah, dans la Gemara, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. C'est-à-dire que la jalousie des gens qui étudient, ça augmente la sagesse. Alors, il y a apparemment une kina qui est bonne. Ce qu'on appelle, alors c'est un peu l'autre partie du titre qu'on a un petit peu délaissé, c'est l'émulation. En fait, dès lors que, mais sans se comparer à l'autre, c'est-à-dire, si je veux me définir, arriver à mon potentiel comme lui est arrivé à son potentiel, sans vouloir être comme l'autre, ce qu'on appelle l'émulation. C'est vraiment l'inverse de la compétition. La compétition, c'est se mesurer à l'autre. L'émulation, c'est se mesurer à soi-même. C'est essayer de se dépasser.
comme les autres arrivent à se dépasser. Oui, mais des fois, il faut un élément déclencheur. Effectivement. Qui- Ah ouais. C'est pour ça Ah, c'est pour ça que j'ai absolument. dit tout à l'heure. Et des Absolument. fois, Hachem, il va te mettre sur ton chemin. C'est ça. Quelqu'un, en fait, qui va réveiller chez toi. Bah ta femme, Michelot, Voilà. ta femme, ta future femme si tu veux. qui va te permettre d'évoluer. En fait, ça va réveiller un pincement de cœur. Voilà. Et en fait, c'est où tu prends ce pincement-là. Qu'est-ce que tu fais de cette chose-là? C'est où tu vas développer une jalousie, mais ça va te casser encore plus. Ou tu vas te dire, ah, il m'inspire. En fait, tu vas déplacer la jalousie en, tu sais quoi, c'est quelqu'un qui m'inspire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand la Torah nous ramène tous les Rabbi Zosha, il disait, Hachem ne nous demandera jamais si on n'a pas été Moshe Rabbeinu. Il nous demandera ce qu'on aura été nous-mêmes. Et en fait, on s'inspire de nos patriarches. On s'inspire d'ailleurs, il y a une halakha qui dit tous les matins, Chayav Adam Lomar Kol Yom, Matai Maasai Yegion Lemase Emotai ou Avotai. Matai Maasai, mes actions, elles arriveront. Pas moi, j'arriverai jamais au stade d'Abraham. Hachem, il n'a pas besoin d'une deux. Voilà, de s'inspirer, On s'inspire prendre d'eux exemple pour arriver de leur maasai. à notre Voilà. matara. Voilà. Pour avancer. Ouais, je vais conclure Ah, juste. vas-y. Ouais, Vas-y. moi, si je veux donner un exemple d'amitié dans la Torah, je sais pas, vous avez des exemples dans la Torah d'amitié? Et David. Waouh, Voilà. exactement. Exactement. L'exemple phare, l'exemple pertinent de l'amitié dans la Torah, c'est l'exemple de David et Jonathan. Et c'est une amitié très forte, au point où David il dit de Jonathan que l'amour que tu me portes, il est plus grand que l'amour des femmes. Il dit comme ça dans la Torah, dans le Tanakh. Alors c'est un passouk très ambigu, parce qu'il y en a plein qui croient que de là, que ceux qui sont chitsonim, ils disent, mais il y a quelque chose, il y a une histoire entre David et Jonathan, Makara. Quelque chose qui est chitsoni, c'est l'otov. En réalité, c'est pas ça le pshat. De quel amour de femme il parle? Comme Myriam a évoqué tout à l'heure. Léa, elle a reçu les simanim de Rachel. Rachel, elle a donné un amour infini envers sa sœur Léa, au point où elle a perdu son promis, son khatan. Yaakov Avinu, c'était son khatan. Elle était préparée pour se marier avec lui. Sa robe de mariée était là. Vous savez que elle a préparé Léa le jour de la choupa. Elle l'a maquillée, elle a apprêté pour le jour de la choupa. Imaginez que c'est son khatan avec lequel il devait se marier. Elle a été mevateret sur son droit. Hein? On avait dit tout à l'heure que, comment ils disent les goïms, chaque homme est né égaux, libre et égaux en droit. Eh bien, Rachel, elle montre le contraire ici. Ce dont j'ai droit, je l'ai laissé à Léa. Elle n'a pas perdu Rachel à la fin. Elle a eu Yosef, etc. Quoi qu'on voit, que Rachel, elle a prouvé l'amour qu'elle avait vis-à-vis de sa sœur. Parce qu'elle savait que Léa aussi, elle devait avoir un tafkid. Eh bien, quand David dit à Jonathan, j'ai jamais vu un amour comme le tien, sur quoi il fait référence? À quoi il fait référence? Hein? L'amitié. Mais comment il a prouvé, Jonathan, qu'il était ami avec David? Si demain, ton meilleur ami, il veut avoir le poste de premier de la société où tu es, tu lui laisses? C'est pas moi qui gère la société. Non, mais toi, t'es passé, bon, le directeur, il a dit, c'est toi qui vas être premier. Et puis à la fin, tu lui dis, non, tu sais quoi, je préfère que mon meilleur ami, il vient à ma place. Là, c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais jamais tu l'as eu dans ta vie. Ça, c'est sûr. Tu la laisses à ton meilleur ami? Je sais pas, je peux pas vous dire. C'est pas sûr. En tout Eh cas, ben, c'est honnête de répondre. Jonathan a été mévater la malchoute, la royauté. Jonathan, n'oublions pas que c'est le fils de Shaoul Améler. C'est lui qui devait être roi. C'est lui qui devait être le roi. Et quand David, donc il était connu qu'il devait être le roi à la place de Shaoul, Jonathan, il n'a rien dit. Et c'est comme ça qu'on évoque la véritable amitié. L'amitié, c'est quoi? C'est carrément m'annuler. Alors, c'est très dur de s'annuler, hein. Mais en tout cas, on a des références dans la Torah, c'est comme ça. Dans la pensée juive de l'amitié, c'est donner tout à son conjoint. Tout. Sans avoir aucun retour, Birla. Ben alors, je peux vous poser la question alors. Ouais. Mais Bechila,
Oui, bien sûr. Pourquoi vous avez divorcé? Pourquoi j'ai divorcé? Ouais, voilà. Ah, ça, Mais- c'est- mais là, Parce que j'ai c'est trouvé. la question. Parce que Ouais, c'est une question. il y a des situations difficiles. Je peux pas rentrer trop dans le privé, mais Non, mais je comprends tout à fait. le divorce, des fois, le divorce, c'est des fois une solution Je comprends tout de à fait. Des fois, il y a des de- choses Il y a qui- pas le qui choix. vont pas. de non-retour, on va dire. Quand il y a Donc, on peut des pas situations tout- de non-retour. Donc on peut pas tout donner aussi aveuglément, on va dire ça comme ça. Tu donnes. En fait, et- quand tu Quand tu donnes aveuglément, Ouais. et que il y a des situations où tu te rends compte que même donner aveuglément, il peut y avoir des dégâts de moment, manière il faut générale. s'arrêter. Il y a des moments où, et pas de ta propre initiative, il faut que ce soit concerté, il faut que ce soit aidé par des personnes qui t'accompagnent, parce que tout seul, rien ne montre que tu es suffisamment à même de pouvoir décider tout seul C'est de sûr. divorcer. Il faut absolument avoir des rabbinim qui te conseillent là-dessus. Des fois, c'est pas des vraies raisons. Faut être Eh ben, conseillé, ça c'est sûr. Il faut être très conseillé et seulement voilà le divorce. On en parlera dans un shiur, ben attaché à un autre shiur, mais le divorce c'est vraiment la dernière solution. Il y en a beaucoup, hein. C'était pas pour vous spécialement. Ouais, mais mais- c'est, Non, mais t'as j'étais tout à fait là, raison. j'étais Mais là. alors je vais te dire, comment il s'appelle? Il y a un mariage Binyamin. sur deux Binyamin. qui finit par être- Regarde Binyamin, je vais te dire un truc. Tu sais, de chaque mauvaise chavayot, il y a toujours quelque chose de positif qui sort de là. Ah oui, ça c'est. Toujours. On apprend Et, toujours quelque chose. et la manière de faire ce qu'on appelle une chavaya metakenet, de quelque chose qu'on a mal vécu. Ouais. Alors, c'est de rebondir à travers ce qu'on appelle la résilience, en fait. La résilience, c'est quoi? C'est d'une mauvaise expérience, d'une mauvaise... C'était une Nisayon. de ce Nisayon difficile, en faire un koar. Et lorsque, après mon divorce, j'ai rencontré Myriam, et qu'on s'est mariés, on a décidé après, alors, nous on a fait des formations aussi, une formation de Hadrachat Ratanim, il y a beaucoup de choses qu'on a apprises de manière théorique, mais en plus de la pratique qu'on a vécue, et du mariage pas raté, parce que ça n'existe pas du mariage raté, parce qu'un mariage, il y a toujours des expériences, on ressort de toute façon, avec oui des blessures de guerre, mais en même temps, beaucoup de koar. Et de ce koar... On avance, bien sûr. De quoi? Oui, Il faut avancer. On avance beaucoup. Alors ça veut dire quoi avancer? Essayez de faire autant que faire se peut, éviter les autres de pouvoir divorcer avec les kélim que nous on peut le transmettre. C'est Ce que vous avez vécu, vous allez le transmettre. ouais. Et théoriquement et aussi pratiquement, parce que on sort pas indemne d'un divorce. Ah, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, on sort pas indemne d'un divorce. Et donc, si maintenant de ces blessures-là, on arrive à en faire une force, alors là, Pour arriver à un matara mieux. une matara positive, alors là, ça peut servir et pour soi et pour tous les autres. Je voudrais raconter une dernière histoire avant qu'on finisse par rapport à ce que Rémi t'a posé comme question, Benjamin, sur si jamais ton meilleur ami il venait, on t'a proposé la meilleure place de la société, bah ça, on te dit, laisse-lui. Alors, il y a une vraie histoire qui s'est passée, c'est une vraie histoire, d'une femme, il y avait une jeune fille qui n'était pas mariée, qui cherchait du travail, et sa cousine qui était mariée avec 4 enfants, et qui cherchait aussi du travail. Elles se sont présentées les deux dans une grosse boîte. La jeune fille, elle a été acceptée. Tout de suite, elle était brillante. Donc, ils l'ont pris à un poste à 15 000 shekels. Et la fille, sa cousine, qui avait 4 enfants, qui avait aussi besoin d'argent, oui, ils ont vu qu'elle n'était pas assez compétente, mais ils l'ont quand même prise à un poste de 6 000 shekels. Et en fait, la jeune fille, elle est partie voir la patronne. Elle lui a dit, écoutez, c'est ma cousine. Moi, j'ai pas besoin d'autant d'argent. Je vais encore chez mes parents. Laissez-lui. Je vous promets que je l'aiderai, mais laissez-lui le poste de 15 000 shekels. Bon, la patronne, elle a été assez quand même impressionnée, etc. Et elle a accepté. Elle a dit, on va faire un essai de 1 mois, on va voir comment ça va se truquer. Passe quelques jours, la patronne, elle va voir son mari. Elle lui dit, écoute, tu sais, la petite jeune, là, elle lui raconte l'histoire. Qu'est-ce que tu penses pour notre fils? Et elle est partie la voir, elle lui dit, regarde, j'ai un fils à marier, est-ce que ça te dirait de faire un chido? Elle a dit, ouais, pourquoi pas? Ils se sont mariés.
En fait, elle a pas laissé un poste à 15 000 shekels, elle a récupéré une usine entière. Donc il y a des fois, quand une personne, elle n'est pas dans la tacharout, betzarat, saoutaïn, elle sait que Mash et Magiala, et qu'Hachem il oublie personne, et qui donne à chacun ce qui lui revient, et bien Bezrat Hachem Kadosh Baruch Hu, il nous donnera aussi à chacun et à chacune ce qui revient. Maintenant,